Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues, qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Les managers servent-ils à quelque chose ? Alors la question est volontairement provocatrice. Une chose est sûre, le terme de manager regroupe des réalités bien différentes. Entre le manager de proximité qui gère une équipe de quelques collaborateurs et le manager qui est en charge d'une business unit de plusieurs dizaines de personnes, évidemment la réalité du quotidien n'est pas forcément la même. Autre constat, être manager, ce n'est pas seulement une fonction, c'est aussi un métier qui nécessite des compétences particulières. Devenir manager est souvent perçu comme une évolution naturelle de carrière, alors qu'en réalité, on ne s'improvise pas manager. Ne pas le prendre en compte a pour effet d'ailleurs de promouvoir souvent des individus qui ne devraient pas être managers et qui deviennent de fait de mauvais managers. Alors la question est, peut-on se passer de manager ? Frédéric Fréry, bonjour. Vous êtes professeur à l'ESCP Business School. On va commencer d'abord par une autre question. Qu'est-ce que le management ? Alors le management, c'est la conduite de l'action collective. Ça vous aura peut-être pas échappé, mais l'être humain est un animal qui est en fait assez mal pourvu par la nature. On n'a pas des griffes acérées, on n'a pas des crocs pointus. Face à un tigre ou un ours, on a une espérance de vie qui se mesure en minutes, même en secondes d'ailleurs. Je crois qu'il y a certains biologistes qui estiment même que dans la chaîne alimentaire, on est à peu près au même niveau que le hareng. Et pourtant, on domine cette planète, pour le pire ou pour le meilleur. Et ça, on le doit à un avantage concurrentiel qu'on a, c'est cette capacité de direction de l'action collective dynamique. Alors, il y a d'autres espèces qui ont la capacité de diriger l'action collective, mais pas dynamique. Les abeilles, les fourmis, les termites. Mais nous, on est capable de le faire de manière dynamique, en s'adaptant, et pas simplement instinctivement, mais en s'adaptant au contexte. Eh bien, cette capacité de direction de l'action collective, c'est ça qu'on appelle en fait le management. Et c'est le défi du management, en fait. C'est tout le problème du management, effectivement, ouais. Et c'est quoi ? C'est mobiliser l'intelligence collective et créer cette dynamique ? Alors oui, le problème, c'est que diriger l'action collective, c'est bien beau, mais il y a un paradoxe du collectif. Et ce paradoxe du collectif, il s'exprime de la manière suivante. Il y a un côté positif au paradoxe, c'est que aucun d'entre nous n'est plus intelligent que nous tous. Ça, c'est sûr. Aucun d'entre nous, tout seul, ne serait capable de construire un Airbus A350, de mettre au point un vaccin ARN recombiné, ou de construire le système bancaire, ou de diriger un service public de qualité. Pour ça, il faut du collectif. Et donc, il y a une intelligence collective. Quand on se met à un grand nombre, on peut avoir une intelligence collective. C'est le côté positif. Le côté négatif de ce paradoxe, c'est que le QI d'une foule, c'est le QI le plus faible dans la foule divisé par le nombre de personnes dans la foule. Pas grand-chose alors. Une poule, c'est une foule. Une foule, ça peut être excessivement stupide. Et ça, c'est effectivement tout le problème. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à tirer le meilleur de ce collectif, donc cette intelligence collective, d'avoir une organisation qui soit à la fois efficiente, efficace, qui réalise son objectif et de la meilleure manière possible, sans tomber dans la stupidité de la foule. Le management, ça sert à ça. Et ça comment on y parvient, justement ? Ça fait maintenant, vraiment qu'on l'étudie de manière académique, ça fait à peu près 120 ans, et on a trouvé plein de solutions. On a beaucoup étudié la hiérarchie, on a beaucoup étudié les procédures, on a beaucoup étudié les budgets, on a beaucoup étudié la culture, les systèmes d'information. Toutes ces choses qu'on enseigne, en fait, dans les cours de management dans les écoles, ça consiste à s'assurer que l'action collective soit intelligente et non pas stupide. Mais est-ce que ça passe aussi par exemple, diviser les tâches ? Par fonction, par produit, par client, quand on est manager. Est-ce que ça permet de réduire, de surmonter ce que vous appelez la stupidité de la foule ? Bien sûr, ça c'est tout l'aspect organisationnel, tout l'aspect structurel. Effectivement, il y a eu beaucoup de réflexions. Alors, au départ, on structurait simplement en mettant les gens qui avaient les mêmes fonctions ensemble. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire également par des zones géographiques, par des types de clients, par des types de produits. Puis maintenant, on a même des structures qui mélangent les deux, où c'est matriciel, c'est un peu compliqué à fonctionner, c'est pas toujours très formidable quand on vit à l'intérieur. Mais tout ça sert justement toujours la même chose, c'est-à-dire d'avoir un collectif qui fasse des choses plus intelligentes, qui soit à la fois efficaces et efficients. Et performants. Et donc, être manager, finalement, c'est donc accepter d'être responsable du travail des autres. Alors, c'est ça qui est très important, en fait. C'est que le manager, en fait, ça dépend de la performance des équipes
Sa performance à lui dépendra de la performance de ses équipes. Très souvent, les gens ont l'impression que ils doivent leur succès en fait à ce qu'ils font eux-mêmes. Et d'ailleurs, pour monter dans une hiérarchie, vous avez l'impression que parce que vous êtes là, c'est parce que vous avez fait en fait vous-même. Quand vous accédez à un poste managérial, c'est très différent parce que votre performance va être liée au succès ou à l'échec des équipes que vous coordonnez, que vous pilotez. Et donc, il faut accepter ça. Et c'est pas évident pour tout le monde d'accepter d'être responsable du travail des autres. Et être responsable du travail des autres, c'est pas une chose que tout le monde a envie de faire. Il y a des gens qui sont bien contents d'avoir un chef qui assume la responsabilité du collectif. Et accepter d'avoir la responsabilité du collectif, c'est ce qui caractérise effectivement une fonction de management. Alors justement, dans les années 1980, 90% des diplômés souhaitaient devenir manager. C'était la trajectoire de carrière idéale. Alors aujourd'hui, selon les études, on est plutôt entre 15 et 37%. Est-ce qu'il y aurait une crise de vocation, selon vous ? Alors, est-ce que c'est une crise de vocation ou est-ce que c'est simplement de la concurrence sur les postes qui sont proposés ? Parce que je rappelle que beaucoup de jeunes diplômés veulent aussi être consultants. Consultant, c'est pas un travail de manager, en fait. Ils veulent parfois travailler dans des banques d'affaires. Ils n'ont pas forcément des postes de manager. Ceux qui ont des postes de manager, c'est ceux qui restent. Il y a très peu de gens qui restent. Et puis aussi, il y a cette image de l'entrepreneur qui a pris beaucoup d'ampleur avec Internet. Et ça séduit beaucoup de jeunes qui démarrent. Et donc, le métier de manager, c'est-à-dire la responsabilité du travail collectif, une nouvelle fois, c'est une possibilité parmi d'autres qui sont offertes à la sortie des bonnes écoles et des bonnes universités. Donc, moi, je dirais que cette baisse, en fait, elle est relative par rapport aux autres options qui sont offertes. Maintenant, il faut bien comprendre aussi qu'il y a eu des débordements dans certaines grandes entreprises. Quand vous avez une structure qui, comme on le disait tout à l'heure, qui peut être matricielle, avec de multiples dimensions, et on se met à assister à des réunions, on ne sait plus très bien qui est là et pour faire quoi, et à chaque fois qu'on envoie un mail, il y a 50 personnes en copie, ça peut assez rapidement quand même démotiver certains qui se disent que finalement ils n'ont plus tellement le sens de ce qu'ils font et peut-être qu'ils préféraient faire autre chose. Et justement, parfois ce sont des postes effectivement qui sont très exposés, où il y a une pression du haut, mais aussi une pression de plus en plus du bas, avec des exigences nouvelles des collaborateurs, des salariés, des équipes. Donc, est-ce que ça peut jouer aussi ? Bien sûr, ça joue. Il y a une recherche très amusante qui avait été faite il y a quelques années qui montrait qu'en interrogeant des managers, on se rendait compte qu'ils avaient tous l'impression d'être le maillon essentiel dans le fonctionnement de leur organisation. Ils disaient, si je suis pas là, ceux du dessous, ils vont pas faire le boulot, et si je suis pas là, ceux du dessus, ils vont pas comprendre ce qu'il faut faire, en fait. Et donc, c'est moi qui assure que ça tient. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est indépendant du niveau. C'est-à-dire que chaque niveau pense ça. Et donc, ça donne un côté assez burlesque à tout ça, mais qui finalement est pas complètement faux, parce que quand vous êtes vraiment impliqué dans la responsabilité du collectif, vous avez vraiment le sentiment d'être le point focal entre ce qui se passe en dessous et ce qui se passe au-dessus. Chacun est une courroie. Voilà, quel que soit le niveau que vous êtes dans la hiérarchie. Alors, dans le contexte actuel post-Covid, est-ce que le rôle du manager est potentiellement remis en question ? Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression que cette fonction n'a jamais été aussi utile et même stratégique ? Alors, post-Covid, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne clé d'entrée. Oui. Moi, je pense qu'il y a plutôt des lignes de force technologiques, et notamment l'intelligence artificielle, qui viennent modifier un certain nombre de choses. Le patron de OpenAI, Sam Altman, a déclaré qu'il pensait que dans pas très longtemps allait apparaître la première entreprise valorisée plus d'1 milliard où il n'y aurait qu'une personne. Une seule personne. Mais cette personne, en fait, grâce à des IA, coordonnerait des centaines, des milliers, voire des millions de prestataires indépendants. C'est-à-dire une approche par les plateformes, mais une plateforme renforcée par les intelligences artificielles. Et évidemment, si vous êtes dans une structure de ce type-là, d'ailleurs même dans une plateforme classique, le besoin en manager est nettement moins important, parce qu'il y a un substrat technologique, en fait, qui coordonne et qui supprime, en fait, l'intérêt d'un grand nombre de managers. Et donc, peut-être qu'une remise en cause, elle vient de la technologie, au travers des intelligences artificielles. Il y a des structures qui sont de plus en plus, dans certaines industries, des plateformes, que des structures intégrées verticales classiques. Et donc, en fait, le développement de l'intelligence artificielle peut potentiellement réduire la place du manager ou au contraire la confirmer ? C'est toujours la grande question. C'est-à-dire que ce qu'on cherche avant tout, c'est d'avoir la meilleure solution, la solution d'ailleurs la moins coûteuse, pour coordonner l'action collective. Et s'il y a une technologie qui permet de coordonner l'action collective, qui est donc comme l'intelligence artificielle, mais peut-être d'autres à venir, le rôle du manager, évidemment, perd en importance. Alors là, on fait de la prédiction, on ne sait pas encore ce qui va se passer exactement, mais ce qu'on regarde, en fait, c'est qu'on voit que dans les plateformes, si on les compare avec des structures intégrées de même taille, le nombre de managers est très significativement inférieur. Parce que là encore, la coordination de l'action collective se fait par du logiciel et pas nécessairement par des individus. Alors, c'est pas forcément pour le bien de tous, faut bien le reconnaître, parce qu'être coordonné par un logiciel, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais en revanche, ça peut être une solution qui est observée lorsqu'on veut être efficient. Merci Frédéric Fréry. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés.
Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!